8h34 sur Europe 1, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Sophie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, le visage d'un homme qui ne voulait pas faire la une dans la rubrique judiciaire. Le Berry républicain, Jean Germain, la mort plutôt que le procès. La Nouvelle République, le choc. Le Parisien, la mort tragique d'un élu ordinaire. Et Libération qui reprend ses mots. L'injustice et le déshonneur me sont insupportables. Le reste de la presse nous parle de ces choix politiques qui rendent les portefeuilles très fins et les textes de loi épais. Les Échos, allocation familiale, les perdants de la réforme. L'Opinion qui dénonce les lois intrusives et coercitives. Fais pas ci, fais pas ça. Mais le Figaro nous dit qu'il faut pourtant se réjouir. La nouvelle politique de la BCE fait flamber la bourse. On commence avec les hommages nombreux rendus à Jean Germain. Mais oui, l'émotion transparaît dans ces très nombreux éditoriaux que la presse consacre ce matin à cette mort tragique. Le suicide de Jean Germain confirme que tous les élus n'ont pas l'épiderme crocodilien, constate tristement Raymond Courreau dans l'Alsace. En mettant fin à ses jours, l'ancien maire de Tours a montré que toute vie publique pouvait se transformer très vite en un piège mortel, ajoute Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Émotion, donc sobriété, mais un léger malaise transparaît pourtant. Dans Libération, Laurent Geoffrin reprend à son compte le dernier avertissement de Jean Germain. À force de suggérer, écrit Laurent Geoffrin, que les élus sont tous plus ou moins corrompus, on finit par décourager les responsables honnêtes qui sont légion. Mais il y ajoute un plaidoyer pro-domo. À force d'accréditer l'idée d'une connivence générale des élites, journalistes compris, alors que c'est la presse qui révèle les affaires, en l'occurrence de manière involontairement cruelle, on finit par donner une image fausse de la démocratie française. Dans la montagne, Florence Chédotal, elle, s'insurge contre ces attaques et notamment celle du président du Sénat. Certains se sont crus autorisés à laisser aller leur rancœur, perdant le sens de la pudeur comme de la mesure, écrit-elle. La mort, on le sait, a tendance à blanchir, mais c'est un spectacle bien surréaliste que de voir des sénateurs s'autoriser à rendre justice eux-mêmes. Certains drames doivent rester purement singulier. Premier tour le 20 novembre 2016, second tour le 27 novembre 2016, ce sont les primaires de l'UMP, Natacha. Oui, évidemment, on ouvre le Figaro et la vision de la politique n'est plus tout à fait le visage de l'élu local engagé pour sa ville. C'est d'ailleurs joli, cette galerie des ambitieux dans les Échos. Cécile Cornudet nous explique d'ailleurs pourquoi Nicolas Sarkozy a finalement accepté ce petit jeu des primaires. Il continue de penser que la logique du parti l'emportera, écrit-elle. L'électeur de droite n'est pas un électeur socialiste, considère-t-il, il est moins civique. Alain Juppé, au contraire, espère voir affluer les électeurs du centre et, qui sait, les déçus de la gauche. Une négation absolue des institutions de la Ve République, prévient Maxime Tandonnet sur le site Figaro Vox. Le goût de l'unicité de candidature risque de favoriser la neutralisation, l'affadissement du scrutin au profit du conformisme idéologique, écrit-il. Les primaires ne font que confirmer l'erreur magistrale que fut dans les années 2000 l'élimination, dans le camp républicain modéré, de la sensibilité souverainiste incarnée par le RPR de Philippe Séguin et de Charles Pasqua au profit d'une formation unique, l'UMP à connotation centriste et européiste, qui a ouvert un boulevard au parti le péniste. Un boulevard pourtant pas si large, nous dit Le Monde, qui livre une très intéressante double page sur le positionnement économique du FN. La thèse, le programme de sortie de l'euro empêcherait toute une partie des électeurs de droite de basculer vers le vote frontiste, avec un décryptage de tous les spécialistes économistes du FN. Mais un autre article, justement, qui analyse le tripartisme actuel, nous montre que ce déséquilibre profond est en train de déstabiliser la République. Alors, celui qui gagne les primaires 2016, est-ce qu'il emportera la timbale ? Vous nous emmenez au Moyen-Orient à présent. Oui, parce qu'on l'entend beaucoup plus sur les primaires, le PS, le FN, Nicolas Sarkozy, mais dans une tribune publiée par Libération, l'écrivain Antoine Vitkin s'étonne de son étrange silence sur la Libye, lui qui est grandement responsable du chaos actuel. On attend ses préconisations, dit-il. Bon, il n'est pas le seul à blâmer. Le site Slate publie un article intitulé « Il règne un bordel sans nom au Moyen-Orient et les États-Unis n'y sont pas pour rien ». Il est très intéressant, il est signé d'un spécialiste américain de politique étrangère qui écrit « Visiblement, nous ne savons pas vraiment quels sont nos intérêts, ni n'avons de vision claire pour l'avenir de la région ». Ce que confirme d'ailleurs la page du Monde consacrée à l'intervention saoudienne au Yémen. Benjamin Barth raconte le réveil du royaume saoudien décidé à contrer l'Iran à tout prix. Sauf que voilà, si l'Iran obtient la capacité à enrichir l'uranium, déclare un membre de la famille royale, l'Arabie saoudite demandera la même chose. En attendant, si la posture de nouveau champion des sunnites
qu'adopte l'Arabie Saoudite prive l'État islamique d'un de ses arguments, elle accélère le basculement de la région dans une guerre confessionnelle. Le chaos s'étend et, comme le dit un spécialiste qui a visiblement entendu parler de la stratégie Sarkozy, on bombarde d'abord et on réfléchit après. Il y a également dans la presse une sorte de mea culpa depuis 2 jours sur le drame du Kenya. Mais oui, pendant ce temps, Libération consacre 2 articles aux oubliés, à ceux que la règle du mort au kilomètre a laissé de côté. Les chrétiens du Kenya, d'abord, donc, qui ne comprennent pas pourquoi 148 étudiants n'ont pas droit à un regard, une marche, un déplacement de chef d'État. Et un peu plus loin, les Palestiniens du camp de Yarmouk, déjà assiégés par Assad et qui subissent désormais l'assaut de l'État islamique avec son lot de massacres absolument atroces. Une manifestation pro-palestinienne aujourd'hui, ce serait bienvenu. Dernier voyage de la matinée, on va aux États-Unis. Oui, parce que Libération nous apprend que le Kansas a décidé, figurez-vous, d'interdire le cinéma, la piscine et les salons de tatouage aux bénéficiaires de minima sociaux, oui, pour les inciter à utiliser correctement leur argent. On attend une telle proposition en France, d'autant que parallèlement, les Échos nous apprennent l'arrivée chez nous d'une chaîne de télévision pour chiens qui existe déjà aux États-Unis. Alors il y a des couleurs, mais oui, c'est formidable, des couleurs adaptées, de quoi materner les malheureux toutous qui s'ennuient quand leur maître est absent. En fait, les pauvres n'ont pas le droit d'aller au cinéma, mais leurs chiens peuvent regarder la télé pendant qu'ils cherchent un emploi, c'est génial. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. Europe 1, 8h41. Tout de suite, c'est Nicolas Canteloup qui arrive.